Bienvenue sur Télé Antilles dans cette émission Les Invités de Mike avec un invité, mesdames, messieurs, qui a traversé l'Atlantique pour venir nous retrouver dans ce studio, dans cette émission. Une émission entièrement réalisée par Peggy Ladéon, qu'on remercie au passage. Nous sommes avec Didier Laguerre, qui est donc le premier magistrat donc, de la ville de Fort-de-France, le maire donc, de la ville de Fort-de-France. Monsieur le maire, bienvenue. Merci. Bonjour. Que vous connaissez maintenant, c'est un peu chez vous. Donc, que je connais. Je connais. Quand vous êtes de passage à Paris, ça nous fait en tout cas plaisir de vous recevoir pour nous donner les nouvelles du pays et qui plus est donc les nouvelles de la ville de Fort-de-France, de la CTM, dont vous êtes également donc on peut le dire un digne représentant. Donc, je suis membre de l'Assemblée de la CTM. Bonjour Mike, bonjour Peggy. Et surtout, bonjour aux téléspectatrices et téléspectateurs de Télé Antilles, que je suis toujours très content de retrouver, même si je ne les vois pas physiquement, mais toujours très content de venir ici dans ces studios et de répondre aux questions et de rendre compte de l'actualité que nous avons là-bas. Alors, puisqu'on parle d'actualité, votre venue ici à Paris est axée autour de quoi? Donc, il y a plein de visites, des visites ô combien importantes? Oui, je suis venu dans le cadre du comité des finances locales. Ouais. Qui travaillait mardi sur les questions de répartition des dotations globales de fonctionnement aux communes, et puis une commission des finances de l'association des maires de France mardi après-midi. Et donc en général, quand je viens comme ça, j'en profite pour faire des visites au niveau de mes interlocuteurs parisiens, donc ministère de l'Outre-mer, cabinet de la Première ministre, et puis également ministère de la politique de la ville. Je suis aussi passé à l'Assemblée nationale, rencontrer le président de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Voilà, donc des projets donc pour la ville de Fort-de-France que vous représentez, donc vous êtes donc son premier magistrat, mais également donc pour la CTM, on le disait, donc vous avez donc le budget donc de cette collectivité donc en main et en charge donc depuis quelques mois maintenant, bientôt 2 ans. Depuis bientôt 2 ans, oui. Depuis juillet 2021, je suis élu à l'Assemblée de la collectivité de Martinique et président de la commission des finances de la collectivité de Martinique. Et donc, je m'occupe du suivi du budget pour le compte de l'Assemblée et Arnaud René Corail, qui est au conseil exécutif et lui en charge de l'exécution du budget. Les fonctions sont bien séparées. Disons que j'exerce une fonction de contrôle et lui, il exerce une fonction de préparation et d'exécution du budget. Alors, vous l'avez suivi donc depuis la Martinique, monsieur le maire, donc une actualité brûlante ici à Paris, en France, puisque tout se décide à Paris. Vous allez retrouver donc Madame la Première ministre, qui a eu du travail donc depuis quelque temps, donc qui était sur tous les fronts. Qu'est-ce que vous lui direz donc à Madame la Première ministre quand vous allez je lui dirai ce que je pense de la réforme des retraites. Déjà, c'est le sujet brûlant. Mais je lui parlerai aussi de la pollution, de l'empoisonnement au chlordécone sur le territoire de la Martinique et aussi de la Guadeloupe, une problématique et la problématique du non-lieu qui pour nous est un vrai problème, un vrai sujet. Pour nous, c'est un vrai déni de justice. Qu'on nous dise qu'il ne peut pas y avoir de recherche de responsabilité. Et à côté de cette problématique de non-lieu, il y a la question de la réparation de cette pollution. Pollution des sols, pollution des eaux, pollution des organismes vivants, y compris les organismes humains, avec des maladies type cancer, endométriose qui se développent sur le territoire de la Martinique. Alors, l'État a mis en place des plans chlordécone, mais les choses ne vont pas suffisamment loin dans ce domaine-là, donc je lui en parlerai, notamment de la proposition de loi qui a été votée par l'Assemblée de Martinique, puisque les collectivités ont la possibilité de faire des propositions de loi. Aujourd'hui, oui, les collectivités ont la possibilité de faire des propositions de loi au Premier ministre, et c'est le gouvernement qui donne suite et qui saisit l'Assemblée ou pas. Et donc, nous avons voté à l'unanimité à Fort-de-France une proposition de loi, d'une loi cadre sur une quinzaine d'années pour apporter des réponses dans la durée à cette problématique d'empoisonnement de nos sols, de nos eaux, et donc des réponses sur le plan économique, sur le plan de la recherche, des réponses sur le plan également de la santé publique, de la santé humaine. Et donc, il y a toute une série de propositions qui sont issues du travail parlementaire qui avait été réalisé par Serge Chimi en 2019
lorsqu'il avait présidé une commission d'enquête sur la question chlordécone. Alors, on a entendu également donc l'allocution du président de la République, hein, il y a quelques jours, qui disait trop de lois, trop de principes dans le pays, il faut aller beaucoup plus vite. Est-ce qu'il faut aujourd'hui donc une loi, vous parlez donc de loi, donc de proposition de loi au niveau de la CTM, est-ce que quand on reconnaît les choses, alors on va partir du principe donc de cette chlordécone, quand on reconnaît que il y a empoisonnement, alors il n'y a pas de condamnation, mais quand on reconnaît, est-ce qu'aujourd'hui, presque en interne, ou alors avec les services de l'État, on ne peut pas mettre en œuvre donc des principes pour réparer et... On pourrait. Oui. On pourrait imaginer. Est-ce qu'il faut vraiment une loi pour ça? Oui, il faut contraindre. Ouais. Il faut contraindre, en fait. Il faut contraindre l'État. Mais l'État reconnaît ceci dit. La reconnaissance n'est pas je prends un exemple. Hein. Ok, l'État a reconnu sa responsabilité par la voix du président de la République. Oui. On est au 4e plan chlordécone pour traiter la question. On est déjà au 4e plan. Nous savons que les terres sont empoisonnées. En tout cas, pas toutes, mais que des terres sont empoisonnées. Il faut cartographier ces terres. Vous avez un jardin chez vous, vous plantez un jardin familial, vous plantez un certain nombre de légumes. La terre est-elle contaminée ou pas? Vous n'en savez rien. Il faut faire des tests. Eh bien, si on veut cartographier les terres polluées, les jardins familiaux sur lesquels on fait de la production, si on veut cartographier le territoire de la Martinique, il faut se donner les moyens de faire suffisamment de tests. Mais aujourd'hui, les tests sont applicables. On peut les réaliser, ces tests. Oui, mais quand vous avez 2 personnes pour faire les prélèvements et pour faire les tests sur l'ensemble du territoire de la Martinique, vous voyez bien que vous avez, oui, la possibilité de le faire, mais concrètement, la réponse n'est pas en rendez-vous parce que vous ne vous êtes pas donné les moyens. Ouais. Donc, si l'État lui-même ne se contraint pas, c'est ça aussi la problématique. On peut faire les tests, mais on n'a pas les moyens de les faire. On n'a pas les moyens de les faire dans les quantités, dans les volumes suffisants. Si l'État ne se contraint pas par une loi pour pouvoir réaliser, je vous donne un autre exemple. Plan chlordécone 4, les montants, les volumes mis en œuvre pour la recherche, c'est 1,5 million d'euros. Ouais. 1,5 million d'euros pour financer la recherche pour la dépollution sur un sujet comme le chlordécone, dont on nous dit qu'on est pollué pour des durées qui sont assez variables, hein, de 100 ans, 200 ans, 700 ans. Maintenant, on nous dit, mais non, ça sera peut-être un peu moins, etc. Et on ne sait pas comment extraire cette molécule de nos sols et de nos eaux. Et on met 1,5 million. Pour la mettre, c'est un peu plus facile. Maintenant, pour la retirer, la retirer, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais. Donc, il faut des moyens pour se contraindre à avoir ces moyens. Il faut une loi programme qui fasse que les décisions et les financements ne seront pas sujets à telle ou telle appréciation politique, à telle ou telle majorité, à tel ou tel gouvernement et à telle ou telle opportunité. Il faut vraiment planifier, programmer, et donc pour ça, il faut une loi. Ce qui n'enlève rien au fait que il ne faut pas, la France, d'une façon générale, a une problématique administrative très lourde. On a un maquis et une structure administrative qui est très lourde et qui finalement ralentit les initiatives, ralentit la mise en œuvre des décisions et qui crée de plus en plus de la distance avec les citoyens et avec la satisfaction de leurs besoins. Aussi parce que les problèmes à traiter sont de plus en plus complexes. Ouais. Et donc, il faut simplifier, il faut libérer l'initiative, y compris l'initiative au niveau des collectivités locales et des élus locaux. D'accord. Vous voyez, vous-même, vous dites, tout se décide à Paris. Oui. Tout ne peut pas se décider à Paris. Mais en même temps, ce que je voulais vous dire par là, monsieur le maire, c'est que cette loi, on peut la voir, elle peut être votée à l'Assemblée nationale, promulguée, comme la loi sur les retraites. Oui. mais elle peut être jamais appliquée aussi à Martinique. Ben, vous n'avez pas peur de ça, qu'une loi soit votée et puis finalement qu'on ne puisse pas l'appliquer ou qu'elle ne soit pas du tout appliquée ça arrive, ça peut arriver. Ça peut arriver sur certains champs. Ça peut arriver sur certains champs que les décrets d'application prennent beaucoup de temps à être pris. Maintenant, si nous faisons une proposition. Alors des fois, vous avez même le décret, il ne s'est pas appliqué. Oui, s'il n'y a pas de décret, il n'y a pas d'application. Ouais. Si la loi prévoit des décrets d'application, si elle n'en prévoit pas et qu'elle s'applique automatiquement, une fois qu'elle est votée, promulguée, elle s'applique. Ouais. Si elle prévoit des décrets d'application pour être mise en œuvre, ben, il faut attendre les décrets. Et si les décrets ne sont pas pris, c'est une façon de contourner la volonté du Parlement. Mais si nous formulons une proposition de loi, si cette proposition de loi est soumise à l'Assemblée et que l'Assemblée la vote, vous pouvez compter sur nous pour de la même façon être très vigilant sur la prise des décrets d'application qui seraient nécessaires à l'application de la loi.
et aussi sur le suivi de la mise en œuvre de ces différentes mesures contenues dans cette loi cadre. Quelles sont ces mesures, justement? Quelles sont ces mesures? Qu'est-ce que vous préconisez donc à cet État, donc avec le pouvoir régalien, pour qu'on puisse venir enrayer ces problématiques liées à la chlordécone? Nous avons un certain nombre de propositions et de mesures, je le répète, qui ont été adoptées lors de l'adoption du rapport de la commission d'enquête sur la question de la chlordécone. Vous avez des mesures qui touchent à la santé publique. Vous avez besoin de faire des études épidémiologiques sur un certain nombre de champs pour identifier le lien de cause à effet et pour mettre en place la réparation, l'indemnisation, la prise en charge de ces malades du fait de cette pollution. Vous avez des mesures qui touchent à la reconnaissance des maladies professionnelles des ouvriers agricoles qui étaient en première ligne et qui manipulaient cette chlordécone qui était reconnue dangereuse à l'époque. Vous avez des mesures aussi sur le développement économique, parce que la pollution au chlordécone entraîne fatalement une déstabilisation du modèle économique. Et vous avez besoin, en termes d'agriculture, de diversifier votre agriculture et de sortir de la monoculture, de la canne et de la banane, et notamment sur les terres polluées. Vous avez des mesures sur la recherche par rapport à la dépollution des sols et des eaux. Vous avez des mesures sur l'accompagnement des pêcheurs qui sont contraints d'aller pêcher beaucoup plus loin et qui, dans le même temps, sont confrontés à des problématiques de normes et de réglementation européennes sur le renouvellement de la flotte de pêche, sur la puissance des moteurs, et donc ils sont limités dans ce champ-là. Vous avez également des mesures sur la répartition des terres saines, des terres non polluées, et donc l'accessibilité de ces terres aux jeunes agriculteurs qui souhaitent s'installer, des problématiques d'aménagement de territoire pour permettre l'accès, la facilité de l'accès. Et puis vous avez des mesures sur les problématiques d'eau, parce que la chlordécone passe de la terre à l'eau, et donc va polluer les rivières qui pourraient être utilisées pour l'alimentation en eau potable. Donc vous avez aussi des problématiques de dépollution, et puis vous avez des mesures de suivi épidémiologique, de suivi de tests du taux de chlordécone résiduel dans les organismes, dans nos organismes, et pas des tests ponctuels. Vous n'avez pas fait un test aujourd'hui, vous n'avez pas de chlordécone, donc c'est bon, et vous allez consommer des produits qui, eux, vont contenir de la chlordécone, et dans quelques mois vous en aurez. Donc il faut un vrai suivi épidémiologique, et ça demande des moyens administratifs, enfin des moyens humains, logistiques, organisationnels, et ça demande aussi, il faut pas se voiler la face, ça demande des moyens financiers. D'accord. Donc un véritable problème de santé publique. C'est un véritable problème de santé publique, oui. Et à prendre à bras le corps tout de suite. Et oui, comme pour les sargasses. À prendre à bras le corps, parce qu'en fait il en va de la santé des Martiniquaises et des Martiniquais qui sont sur le territoire. Oui. Mais il en va aussi de la santé des Martiniquaises et des Martiniquais qui ont quitté le territoire, mais qui ont été des consommateurs malgré eux de chlordécone, et qui sont aujourd'hui sur le territoire français. Quid de la santé de ces personnes-là. Donc c'est vraiment une problématique du peuple martiniquais, du peuple guadeloupéen, puisque le peuple guadeloupéen est confronté au même problème. Et donc il nous faut une réponse globale qui ne peut pas. L'avantage d'une loi, c'est que la loi, elle contraint y compris l'État. D'accord, si elle est appliquée. Oui, si elle est appliquée, mais la loi s'impose normalement à l'État. Quand vous prenez un certain nombre de mesures qui dépendent d'une décision d'un gouvernement, vous mettez en place un plan chlordécone, c'est ce qu'on fait là actuellement. Vous mettez en place un plan chlordécone, vous définissez les mesures que vous allez mettre ou pas. C'est toujours l'exécutif, le gouvernement qui définit ces mesures. Et puis ensuite, vous les appliquez ou pas. Partiellement, vous les financez plus ou moins. Et en fait, votre seule contrainte, c'est la volonté en tant qu'État que vous avez, en tant que gouvernement, que vous avez eu de mettre en œuvre ce plan. Lorsque vous avez un cadre parlementaire, lorsque vous avez une loi, ça veut dire que c'est la représentation nationale. Donc c'est le peuple français qui a pris des décisions sur la question de la dépollution au chlordécone, et à partir de là, ces décisions s'imposent à tout le monde. Comme on nous dit que la loi sur la retraite, une fois qu'elle a été votée, reconnue constitutionnelle et promulguée, s'impose. Il faut le décret maintenant. Les décrets vont être pris. Ouais, Faites-leur confiance, et les décrets vont être pris, la loi va rentrer en application. D'accord. Alors, sans transition, pour rester donc sur la partie environnementale, vous parlez donc de chlordécone, mais le problème du sargasse,
Vous avez pas peur, vous, en tant qu'élu, donc que ce problème, ce phénomène, ce fléau sargasme s'apparente aussi au chlordécone et qu'on se dise que l'État n'a rien fait, que nous sommes aujourd'hui, donc la Martinique est empoisonnée parce qu'on a laissé faire. Ça fait partie des arguments que nous, élus martiniquais et guadeloupéens, avons utilisés et utilisons pour mettre l'État face à ses responsabilités. Les sargasses, elles viennent de la mer, d'accord? Donc elles viennent du large. Donc il y a un banc de 8000 km selon les scientifiques. Oui, domaine maritime sous la responsabilité de l'État. L'État laisse ces sargasses arriver au sol, sur le rivage, dans la bande des 300 mètres, placés sous le domaine de la responsabilité des élus locaux. Mais là il ne s'agit pas que de l'État français, il s'agit donc des États. Il s'agit des États, mais c'est l'État français. Pour l'instant, on est français. Oui. Donc, que la France, ce qui a commencé à être fait, mène un travail de coopération internationale sur l'origine de ces bandes sargasses, sur la gestion qui de ne ces viennent bandes pas sargasses, forcément de la Caraïbe. Qui viennent de l'Atlantique, qui viennent qui viennent des États-Unis, d'en haut, enfin, du Mexique, qui viennent de l'Amérique du Sud, qui est ce travail international de l'État français. C'est une très bonne chose. Mais la question, c'est la protection de la population. Là, une fois que les sargasses sont échouées au sol, qu'elles se décomposent et qu'elles émettent des gaz toxiques. Ben oui. Des gaz qui interagissent avec une télé, qui interagissent avec du matériel électroménager, qui interagissent avec des faux plafonds, avec des bijoux, qui attaquent des matières inertes, entre guillemets. Et ça, c'est prouvé. C'est une réalité, oui. D'accord. Ce sont des faits. Il est important, de notre point de vue, qu'on se pose la question maintenant, tout de suite, il est déjà tard, sur l'interaction de ces gaz avec les organismes vivants, avec l'impact de ces gaz sur notre santé. Et donc, à partir de là, il est important qu'on soit dans un mode de prévention. Et d'ailleurs, on a des informations qui sont diffusées régulièrement. Vous étiez en Martinique il n'y a pas très longtemps, vous avez entendu, après le bulletin météo, un bulletin sur la qualité de l'air avec les niveaux de pollution au gaz dégagés par les sargasses. Donc, il est fondamental de s'intéresser à l'impact de ces gaz sur la santé des habitants qui sont à proximité. Et donc, pour justement ne pas prendre le risque de problématiques, et on commence à entendre parler d'incidents sur la santé, ce qui ne me surprend pas, d'incidents sur la santé, de conséquences sur des femmes enceintes. Et donc, on commence à s'interroger sur l'impact que ça aura. Moi je dis, et nous sommes plusieurs à le dire, et nous disons, nous élus locaux, qu'il est urgent de prendre les mesures permettant, d'assurer la protection de la population. Il y a d'ailleurs une plainte d'un collectif d'habitants qui est parti. Il est urgent de prendre des mesures de protection de la population. Et aussi plainte contre X. Oui, plainte contre X, mais le X va se trouver. Mais surtout, il faut prendre les mesures qui qui empêchent l'échouage de ces algues sur le littoral. Et d'ailleurs, que peut-on faire techniquement, concrètement? Techniquement, concrètement, ça arrive sur la côte atlantique. Il y a plusieurs expérimentations qui ont été menées avec plus ou moins de succès, de barrages flottants permettant de retenir ces algues en mer et d'éviter leur échouage. D'accord. Et ce qui se fait déjà aussi en Martinique. Ce qui a été expérimenté par certaines communes, et ensuite de procéder au ramassage, parce que c'est pas les bloquer puis les garder là indéfiniment. Il faut pouvoir ramasser. Donc ramasser en mer, donc avoir des structures, des outils, développer les technologies qui permettent le ramassage en mer, et donc barrage flottant, ramassage en mer, etc. Et il y a un groupement d'intérêt public qui a été monté entre les collectivités locales, l'État, sur la question des sargasses, pour permettre justement de travailler sur ces questions-là, et où l'État finance en très 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 grande partie les investissements nécessaires à ces travaux de lutte contre l'échouage des sargasses. C'est un problème qui est considéré comme un problème, on va dire, d'inconfort, mais qui peut parfaitement devenir un problème de santé publique. Et avant que ça ne devienne un problème de santé publique, il faut se saisir de la question et prendre les choses à bras le corps. C'est ce qui a été fait à travers le GIP, mais je redis, c'est d'abord une responsabilité de l'État, parce que ça vient du domaine maritime de l'État. Et je suis désolé. Et c'est un problème récurrent, parce que les sargasses, c'est tout le temps. C'est récurrent avec une fréquence qui diminue. C'est-à-dire que l'échouage des sargasses commence de plus en plus tôt. Dérèglement climatique, réchauffement
climatique. Les choix des sargasses commencent de plus en plus tôt et on a des volumes importants qui échouent. Alors, moi, quand j'en parle en tant que Martiniquais, j'en parle en tant qu'élu martiniquais, en tant que maire de Fort-de-France, je suis très peu concerné par la question. Il y a très peu d'échouages de sargasses sur le littoral fouillalais et on a l'avantage, j'ai envie de dire, d'avoir des courants qui font que même lorsque on a une arrivée de sargasses en baie de Fort-de-France, les courants et les vents vont ressortir. Et donc, on n'est pas confronté à cette problématique-là comme les communes du littoral, notamment du littoral atlantique. Mais, ça reste un problème martiniquais, ça reste un problème de santé martiniquaise, et donc c'est un problème qui me touche et qui me concerne au premier rang. Très bien, puisque vous siégez donc dans cette collectivité territoriale, la CTM. Didier Laguerre, notre invité aujourd'hui dans cette émission, les invités de Mike, le maire de Fort-de-France, premier magistrat donc de cette ville, de passage à Paris, donc il trouve toujours dans son emploi du temps bien chargé, puisqu'on l'a dit, toujours rendez-vous avec Madame Elisabeth Borne, donc première ministre, mais également Jean-François Carenco, qui est donc le ministre délégué des Outre-mer. Tous ces dossiers dont on a parlé, enfin en tout cas partiellement là aujourd'hui, donc chlordécone, sargasses, ces dossiers seront déposés sur la table. Tous ces dossiers sont sur la table des membres du gouvernement et j'en parle avec eux. J'en parlais ce midi avec Éric Coquerel, le président de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Tous ces dossiers je les aborde avec mes interlocuteurs. Ouais. J'aborde aussi les questions qui me sont chères, les questions de financement des collectivités locales, et en particulier du bloc communal, comme on l'appelle, de rééquilibrage de ces financements, d'équité dans le financement, et aussi les questions de visibilité dans le financement des collectivités, dans le redressement des collectivités, de l'effort que l'État demande aux collectivités d'une façon générale. On s'en rend pas bien compte, mais l'État demande beaucoup d'efforts aux collectivités locales, ultramarines et françaises d'une façon générale, et effort qu'il ne s'applique pas lui-même en termes de maîtrise des dépenses et de réduction des déficits. Et une relation entre les collectivités et l'État, ce sont des sujets importants, parce que ce sont des sujets qui, au final, se traduisent dans la vie concrète des personnes. Là, aujourd'hui, l'État a mis en place un bouclier anti-inflation pour amoindrir l'effet de l'inflation sur les collectivités locales, qui finalement va concerner très peu de collectivités, alors que tout le monde subit une hausse des dépenses extraordinaires. Voilà, l'inflation de plein fouet. Il prend ça de plein fouet. Et comment est-ce que la collectivité fait pour encaisser cette hausse de dépenses avec des recettes qui sont constantes, voire en diminution? Ça se traduit par des augmentations d'impôts dans beaucoup de collectivités. C'est pas le cas à Fort-de-France. Nous avons gardé nos taux d'imposition constants depuis 1998. Ouais. C'est pas rien. Ça se traduit par l'augmentation du prix de la restauration scolaire. Ouais. Ça se traduit par, en fait, ça a un impact direct sur la vie des gens. En même temps, et sur leur pouvoir d'achat. Mais s'il n'y a pas d'augmentation des impôts, que vous travaillez sur un budget constant, ça veut dire qu'il y a une baisse en matière donc de services publics? Non, il n'y a pas de baisse en matière de services publics chez nous. Il y a même pas eu d'augmentation de la cantine. L'augmentation du coût des matières premières pour la fabrication des repas a été de 40%. Sur le territoire de Fort-de-France, pour la ville de Fort-de-France. Nous avons fait le choix de travailler différemment, mais de ne pas augmenter le tarif de la cantine, parce que nous sommes conscients de travailler différemment, c'est-à-dire revoir les menus, revoir les autres. On perd en qualité? Non, pas du tout. On ne perd pas en qualité. On n'a pas perdu en qualité. Revoir les autres postes de dépenses, limiter le gaspillage dans la fabrication des repas, optimiser nos charges. Et au final, la ville a augmenté la subvention qu'elle donne à la caisse des écoles pour financer la restauration scolaire, mobiliser des fonds de la CAF notamment pour diversifier nos sources de financement, pour ne pas impacter la population. Et sur le budget de la ville d'une façon générale, on a accentué nos efforts de maîtrise de nos dépenses. Une grande partie des économies que nous avons réalisées sur l'exercice 2022 a permis de faire face aux augmentations qui ne sont pas liées à la gestion de la ville, pour ne pas avoir d'impact sur les Fouillalaises et les Fouillalais, parce que la vie est très chère en Martinique. D'accord. L'inflation
Donc vous êtes en train de dire qu'on fait des économies sur la ville de Fort-de-France, on ne perd pas en qualité donc de service public, mais au détriment de quoi? Donc, au détriment. Il y a une meilleure gestion? Oui. Oui, forcément, il y a une meilleure gestion. Enfin, il y a une meilleure gestion. Il y a une recherche. Vous avez appuyé, donc vous parlez du gaspillage. Je vais vous donner un exemple. Je sais pas si c'est une meilleure gestion. Ouais. Il y a une gestion financière qui vise à rétablir un équilibre. En 2019, le déficit de la ville de Fort-de-France était de 67 millions d'euros sur un budget de 170 millions. On a voté le budget le 13 avril, jeudi dernier, donc, avec un déficit prévisionnel de 24 millions d'euros. Nous devions avoir un déficit de 19 millions d'euros. Vous avez fait des efforts de une cinquantaine de millions. Oui. Ouais. Plus que ça, une cinquantaine de millions, 53 millions. Mais pour tenir compte de ces augmentations que nous avons subies l'année dernière, que nous allons continuer à subir, on a voté le budget à moins 24 au lieu de le voter à moins 19. Pour justement... Petit poids pour la soif. Petit poids pour la soif et surtout pour ne pas aller taper le contribuable, l'administré, qui lui... il a déjà du mal à finir son mois, comme je le dis régulièrement. Sa fin de mois commence vers le 10 au lieu de commencer vers le 25. Et donc, si moi je viens lui dire je prends plus d'impôts ou j'augmente le tarif de la cantine, j'aggrave ces difficultés. C'est pas mon rôle. Donc, à moi de trouver d'autres solutions, d'autres marges de manœuvre. Et ça se traduit par... Mais certains pourraient vous dire, monsieur le maire, que ce sont peut-être des positions ou un positionnement électoraliste. Oui, c'est toujours, on est toujours accusé. Enfin, je vous pose la question, mais oui, j'entends ça, c'est un positionnement électoraliste. Ouais. Mais dans la réalité, moi, je les reçois les gens, je les rencontre, je les vois dans la rue, je les croise dans la rue. Si ils ont déjà du mal à finir leur fin de mois et que vous augmentez la pression que vous exercez sur eux, le peu de marge de manœuvre que vous avez, vous l'augmentez. Je les vois au CCAS. Automatiquement, il me faudrait intervenir pour les accompagner. Donc c'est pas une bonne chose. C'est pas la solution. La solution, c'est de gérer différemment nos dépenses, de maîtriser nos dépenses, de réduire notre train de vie, de différer des investissements. C'est aussi ça. C'est de différer des investissements. On a notre personnel municipal qui est souvent très décrié dans la fonction publique. On a tendance à dire que les fonctionnaires, les agents de l'administration ne sont pas les plus productifs, mais notre personnel municipal paie un lourd tribut à la réduction de ses déficits, à la maîtrise de ses dépenses et à la protection de notre population en matière d'augmentation de tarifs. Parce que notre personnel municipal, il travaille dans des conditions plus difficiles. Il y a moins de renouvellement de postes lors des départs à la retraite pour justement limiter les coûts en ressources humaines. Et donc, le personnel municipal participe à cet effort, pour redresser les comptes, et 2, pour accompagner la population dans cette période difficile. Et ça fait partie des choix que nous avons faits et aussi des accords que nous avons passés avec eux, puisqu'on a signé un accord cadre sur lequel il faudra qu'on tire un bilan et qu'on voit si on en fait un prochain. On a signé un accord cadre avec nos organisations syndicales, 3 sur 4, dont l'organisation majoritaire de la CGTM, à la demande des partenaires sociaux qui ont fait la proposition de participer à ces efforts de redressement. Puisque nous parlons, monsieur le maire, donc de l'élection, nous sommes en 2023, on est à mi-mandat. Oui. Donc c'est pour ça que ça ne peut pas être une position électoraliste. Oui, non, mais justement, c'est dans 3 ans. D'ici là, il peut se passer tellement de choses. On est à mi-mandat, donc on est donc sur cette positionnement, donc les 3 ans après les élections donc de 2020. Quel est le bilan? Donc vous qui étiez déjà en poste, je peux le dire. Donc vous êtes dans la continuité, vous êtes dans la progression, dans l'application donc de ces de ce bon fonctionnement, donc la bonne gestion de ce budget de famille. On est sur notre plan de vol. Ouais. On a beaucoup travaillé à l'élaboration d'un plan de redressement. On a signé une partie de notre plan de redressement avec l'État dans le cadre des contrats de redressement outre-mer qui se terminent en 2023. Et on est sur nos temps de passage, on est sur notre trajectoire, les mesures que nous avions arrêtées, on les a mises en œuvre, pas finies, puisqu'on est parti sur 5 ans, et les choses se déroulent, on va dire, suivent leur cours, et je vous ai donné l'exemple, les comptes de la ville s'améliorent, les indicateurs de la ville
s'améliore. Il y a quelque temps, on parlait beaucoup de ces comptes en déficit, que la ville était au bord de la rupture, peut-être même la mise sous tutelle ou sous. Enfin bon, voilà, on a dit plein de choses. On a entendu plein de choses. Aujourd'hui, vous a dites dit que la santé financière donc, de la ville de Fort-de-France s'améliore. Voilà, elle s'améliore. Vous en êtes le premier magistrat, donc vous êtes le digne représentant. Alors. Elle s'améliore, et je le dis, alors, on pourra dire, hein, ouais, mais c'est le maire, c'est normal, c'est lui qui dit ses affaires. Non. C'est constaté. On a un comité de suivi local qui réunit tous les partenaires, État, Agence française de développement, Ville de Fort-de-France, assistants techniques, et on fait l'état des différents indicateurs financiers de la collectivité. On le fait octobre, on le fait janvier, février, on le fait en juin. Donc on en fait à peu près tous les 3-4 mois. Le prochain, ce sera en mai. Tous les indicateurs constatés par tout le monde de la ville s'améliorent sur son déficit, sur le résultat de sa section de fonctionnement. Cette année 2023, la section de fonctionnement de la ville ne va pas générer de déficit. On va avoir donc une section de fonctionnement qui ne sera pas encore en capacité d'alimenter la section d'investissement, mais qui ne va pas générer de déficit. À une époque, on était à une 30aine de millions de déficit de la section de fonctionnement qu'il fallait reporter. L'année d'après, avant de faire le moins de dépenses, il faut payer les 30 millions. Voilà, on est sur des temps de passage et sur des ratios. Donc, on est sur un rythme de travail que nous poursuivons, qui nous permet d'atteindre notre objectif de budget équilibré à l'exercice 2025, donc dans 2 ans. Très concrètement, et on continue ce travail. Parallèlement, on continue d'agir au profit des Foyalaises et des Foyalais. Je vous dis, le tribut le plus lourd se paye sur la section d'investissement et donc sur les investissements. Mais les investissements, c'est le développement de demain. Donc on peut pas différer indéfiniment ce développement de demain. Les investissements, c'est la maintenance du patrimoine de la ville, qu'il s'agisse de centres culturels, d'équipements sportifs, qu'il s'agisse des équipements administratifs ou autres, ou qu'il s'agisse de l'entretien du patrimoine routier, de l'entretien des routes et des ponts. L'année dernière, on a refait un pont parce que le risque était très fort que... C'est du domaine de la CTM ou c'est de la ville? C'est sur le patrimoine, sur le domaine communal, c'est du domaine de la ville, c'est un pont municipal, c'est à la ville de le faire. Et d'ailleurs, on a passé une convention. La CTM a voté un plan d'accompagnement de l'ensemble des collectivités de Martinique depuis la nouvelle mandature, et la ville de Grand-Rivière et la ville de Fort-de-France ont été les 2 premières à contractualiser avec la CTM sur l'intervention et l'accompagnement de la CTM dans les projets de la ville. Et donc on a voté un plan d'accompagnement de la CTM à hauteur de 58 millions d'euros de mémoire sur 4 exercices 2022, 2024, 2025, 2022, 2025, avec des crédits de paiement sur 2023, 10 millions d'euros, 20 millions en 2024, 20 millions en 2025, et donc 8 millions en 2026. Donc c'est juste en 2026. Et ce plan nous permet à la fois de travailler sur nos équipements culturels, de travailler sur nos équipements sportifs, de travailler sur notre patrimoine, de travailler sur la réhabilitation, le ravalement de façade, sur la rénovation urbaine, mais nous permet aussi de travailler sur nos centres culturels et sur nos programmes d'action sportifs et culturels. Alors vous allez participer, monsieur le maire Didier Laguerre, donc à la commission donc, des finances de l'association des maires de France. Vous allez rendre compte de ces situations dont vous nous faites aujourd'hui état dans cette émission, lors de cette commission? Absolument, oui. Ouais. Oui, absolument. La commission, c'était hier après-midi. Et oui, je rencontre, en fait, l'association des maires de France. Donc, on a des maires qui viennent de différents territoires. Très souvent, trop souvent, les problématiques outre-mer sont méconnues ou occultées. Et donc, mon rôle, c'est aussi de faire prendre en compte les problématiques outre-mer sur les questions financières. Notamment, on a beaucoup discuté de la relation entre les collectivités et l'État, des projets de l'État vis-à-vis des collectivités. C'est dans le cadre de ce travail-là que j'ai pu obtenir avec le sénateur Patient et le député Jean-René Cazeneuve de la Commission des finances de l'Assemblée nationale lors de la précédente législature, que j'ai pu obtenir que on revoit les modalités de financement des collectivités outre-mer et que l'État reconnaisse à travers la voix du président de la République
mais aussi à travers l'Assemblée nationale, qui a voté un plan de rattrapage sur la dotation qui est donnée à l'ensemble des communes d'outre-mer. Parce que chaque année, on perd entre 80 et 200 millions d'euros de dotation aux communes d'outre-mer. C'est dû à quoi? C'est dû au fait que les modes de calcul sont, disons qu'ils ont vécu. Voilà, je vais pas. Ils sont tronqués. Je ne veux pas. Je vais jamais chercher le qui et pourquoi. Mais la réalité, c'est que si on nous appliquait le droit commun, il faudrait mettre 200 millions, entre 80 et 200 millions en plus dans la dotation par an. Donc sur 5 ans, ça fait 1 milliard d'euros. Hein. Ouais. Sur 5 ans, ça fait 1 milliard d'euros. Et donc, vous comprenez que les communes d'outre-mer vont se retrouver dans des difficultés financières supérieures à celles qu'on peut retrouver ailleurs. Et personne ne peut m'expliquer, et je refuse qu'on m'explique que c'est juste une question de mauvaise gestion. Quand la Cour des comptes dit que 84% des collectivités outre-mer sont en difficulté financière, ça veut dire que les élus outre-mer ne sauraient pas gérer. On va dans les mêmes écoles, hein. On fait les mêmes écoles, on fait les mêmes universités. Donc, à un moment donné, il faut sortir de cette représentation-là et rentrer dans le détail. C'est ce qui a été fait. Mais en même temps, la collectivité, en tout cas, donc le pays Martinique ne se gère pas comme la ville de Bordeaux, de Dijon. La ville de Bordeaux ne se gère pas comme la ville de Toulouse. Ouais. La ville de Dijon ne se gère pas comme la ville d'Angoulême, de Stein ou de. Nos problématiques sont différentes. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve. On prend les problématiques de la Seine-Saint-Denis. Les problématiques de la Seine-Saint-Denis ne sont pas les problématiques d'autres régions. Et il faut que l'État et je le dis en tant que maire de Fort-de-France, en tant que ancien secrétaire général du Parti progressiste martiniquais, donc en tant qu'autonomiste convaincu, il faut que l'État revoie sa relation à ses collectivités locales. Mais le pire, c'est que je l'entends du président de la région Rhône-Alpes, je l'entends du maire de Toulouse, je l'entends de mes collègues au comité des finances locales, à l'association des grandes villes de France ou à France Urbaine ou à l'AMF, il faut que l'État revoie sa relation aux collectivités locales. Parce qu'en réalité, la France... il faudrait revoir peut-être une décentralisation. Il faut revoir la décentralisation. Il faut revoir la relation entre l'État et la collectivité locale, entre l'État et le local. Il faut revoir il faut libérer l'initiative. Il faut permettre de traiter des situations différemment. Et il y a de multiples exemples. Et je vous dis, les collègues donc du territoire français ont la même revendication de davantage d'autonomie, de davantage de marge de manœuvre, de davantage de possibilités d'initiative et d'expérimentation sur leur périmètre, qu'il s'agisse de communes, de départements ou de régions. Et je pense que le modèle décentralisation est arrivé au bout de sa logique et qu'il faut une nouvelle étape. C'est le sens de l'appel de Fort-de-France qui a été signé par 7 exécutifs d'outre-mer. D'ailleurs, votre collègue et président donc de la CTM, donc Serge Letchimy, disait donc à ce même micro que aujourd'hui donc sur la collectivité territoriale de la Martinique, il faut plus de pouvoir, il vous faut plus donc de oui, il faut du pouvoir. Il faut recentrer les choses. Plus de pouvoir. On a des compétences. Ouais. On a des compétences. C'est-à-dire qu'on a la possibilité d'exécuter des choses qui sont décidées à Paris. D'accord. Donc, on a la possibilité de faire, par exemple, on parlait Sargasses tout à l'heure là. Sans forcément des lois. C'est même pas une question de loi, c'est de définition de la règle. D'accord. De définition des modalités de mise en œuvre. En fait, vous avez une direction. Je vais vous prendre l'exemple. De la démographie. La Martinique a une population qui diminue. La Guadeloupe aussi. D'accord. Une population qui vieillit. Ouais. Mais ça, c'est un constat donc depuis plusieurs années. C'est un constat depuis plusieurs années. Ouais. On va appliquer une politique familiale qui est la même sur l'ensemble du territoire français. La Guyane a une population qui augmente. Une population jeune qui explose. Mayotte aussi. Si vous appliquez à ces 4 territoires, donc ces 2 groupes de territoires, la même politique, la même stratégie vis-à-vis de l'évolution de sa population, vous vous rendez compte que il y a une des deux qui va échouer. Ouais. Il y a une des deux qui va échouer. Et donc, il faut pouvoir avoir une stratégie globale, il faut pouvoir avoir des objectifs globaux, mais il faut pouvoir adapter la réalité de
de la politique que vous mettez en œuvre au territoire sur lequel elle s'applique. J'ai discuté avec un collègue, j'étais assez surpris, mais j'ai discuté avec un collègue, on parlait de problématique d'adressage. Une adresse, c'est un nom, un numéro de rue et une rue. Et on parlait de problématique d'adressage. Sur certaines régions de France, certaines parties du territoire français, on ne comprend pas qu'il y ait des problèmes d'adressage. Et puis sur d'autres parties, c'est une vraie difficulté d'arriver à avoir une adresse complète et un adressage complet pour l'ensemble des concitoyens. Et ça traduit la diversité de la réalité sur le terrain. Parce que quand on est dans le monde rural, c'est pas forcément la même chose que le monde urbain. Donc l'adressage est différent. Par exemple, la possibilité, mais quand vous avez une commune où c'est le maire qui fait les courriers, parce que vous avez une commune de très petite taille, où vous n'avez pas d'administration derrière. D'accord? Et que vous voulez appliquer les mêmes textes, les mêmes règles, les mêmes normes et les mêmes stratégies que sur une commune qui dispose d'une administration suffisamment dimensionnée. Vous vous rendez bien compte que les décisions ne vont pas être appliquées dans le même délai, que les choses ne pourront pas fonctionner de la même façon. Et donc, je peux prendre l'exemple de l'école. Vous allez enseigner, transférer un savoir pédagogique à des enfants dans des environnements culturels, historiques, géographiques différents. Si cette dimension-là n'est pas totalement intégrée à ce que vous faites, vous avez le risque d'avoir un décalage, vous avez le risque d'avoir des incompréhensions, vous avez le risque d'avoir des difficultés. C'est le cas sur les territoires insulaires. Parce qu'une île, c'est une île. Il faut qu'on comprenne bien qu'une île, c'est une île. Et que donc, vous avez un certain nombre de conséquences de cette réalité géographique. Mais quand vous êtes en montagne, c'est pas la même chose. Quand vous êtes dans le monde rural, ce n'est encore pas la même chose. Donc, vous avez nécessairement un maillage très fort entre ce savoir pédagogique et cette dimension culturelle au sens large du terme, lorsque vous allez intervenir dans le domaine de l'éducation. Si vous n'en tenez pas compte, vous passez à côté de certaines sources de difficultés et de problèmes en termes d'éducation. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas une logique, une stratégie, des objectifs et un cadre identique pour tout le monde. Mais à l'intérieur de ce cadre, il y a un certain nombre de choses qui doivent pouvoir se faire. Et c'est tout le sens de la redéfinition de la relation entre l'État et les collectivités locales. Si on veut gagner en efficacité, si on veut, là encore, crédibiliser l'action publique aux yeux de nos concitoyens. Sinon, les choses deviennent parfois très compliquées à mettre en œuvre. Je vous donne un autre exemple. Fort-de-France est en rénovation urbaine. Ouais. Vous ne faites pas de la rénovation urbaine à Fort-de-France comme vous en faites dans les quartiers de France en rénovation urbaine où vous avez de grands ensembles immobiliers, où vous allez procéder à des démolitions, reconstructions sur de grands ensembles immobiliers qui abritent 150, 200, 300 personnes. Moi, je suis confronté à des problématiques de rénovation urbaine où j'ai des petits ensembles dégradés sur lesquels il n'est pas possible de construire plus de 80, 100 logements. Alors, avec une nécessité de fondation spéciale. Quand vous montez à 30 mètres, vous descendez à 30 mètres pour fonder, pour aller chercher le bon sol. Vous avez rencontré le ministère le ministre du Logement? On a eu, oui, j'ai rencontré son cabinet, et j'ai rencontré le ministre aussi, je les salue. On a eu une rencontre en janvier avec l'ensemble des acteurs de la rénovation urbaine, de la construction. Donc, il y avait l'ANA, la NCT, l'ANRU, l'Agence nationale de la rénovation urbaine, cabinet de ministère de l'Outre-mer. D'accord. Est-ce qu'avec justement services de l'État, et tous ces gens-là sont venus en Martinique, sur place en Martinique, non pas au niveau cadre intermédiaire, non pas au niveau chargé de mission pour suivre le dossier de Fort-de-France, mais au niveau décisionnaire de l'ensemble de ces structures. Et il est apparu évident pour tout le monde qu'il y a une nécessité d'adapter. Vous bénéficiez pas aujourd'hui donc des subventions de l'ANRU, par exemple, pour la rénovation? Je bénéficie des subventions de l'ANRU pour la rénovation urbaine. On a un projet de 65 millions d'euros global sur la rénovation urbaine à Fort-de-France, et on a une subvention de l'ANRU qui est majorée par rapport au cadre général. Je bénéficie donc de la rénovation urbaine. Je bénéficie du plan d'action au cœur de ville
pour la rénovation du centre-ville de Fort-de-France. Je bénéficie de subventions de l'État. Mais lorsqu'on met tous ces dispositifs côte à côte sur un projet, sur un territoire, on se rend compte que tous ces dispositifs-là fonctionnent comme une piscine olympique, chacun dans son couloir. Mais au final, on a des fonds qui ne se complètent pas forcément et vous n'arrivez pas à sortir le projet final. Et donc, il y a ce qu'on nous on a appelé une mission flash, à l'initiative du ministre de l'Outre-mer, François Carenco, et de moi-même. On a réuni tous ces techniciens et toute cette ingénierie avec l'ingénierie de la ville et l'ingénierie de l'État pendant 3 jours à Fort-de-France, début du mois de janvier, pour travailler à la construction de solutions et de réponses à ces problématiques spécifiques. Mais ce sont des problématiques que un bon nombre d'entre eux ont découvert parce que on a un cadre général, on a un règlement qui est fait sans tenir compte de la spécificité des territoires sur lesquels on va intervenir. Lorsqu'on est dans le schéma global, ça va, mais lorsque vous commencez à sortir dans votre réalité, sort de ce cadre global, quand vous construisez sur le territoire français, vous ne faites pas de fondation spéciale. Vous en faites très rarement. Vous en faites dans des cas spécifiques. Mais au global, vous ne faites pas de fondation spéciale. Quand vous construisez au centre-ville de Fort-de-France, vous ne construisez pas si vous ne faites pas de fondation spéciale. Didier et si elles ne sont pas financées, vous ne construisez pas tout court. Même s'il y a des fonds pour construire le bâtiment, mais comme il n'y a pas de fonds pour construire les fondations, le bâtiment ne sort pas. Et donc, au final, votre population se retrouve avec un problème d'accès au logement, un problème de résorption d'insalubrité, etc. Et donc, ces spécificités-là sont fondamentales dans la construction même des politiques qui vont être mises en œuvre. Là, on a beaucoup parlé ces jours-ci, politique de la ville. On est en réforme de la politique de la ville. Et mes interventions... Sous quelle forme? La politique de la ville est arrivée à échéance de mémoire en 2020. Je crois même que c'était 2019. Elle aurait dû être réformée. Une nouvelle loi sur la politique de la ville. Définir la géographie prioritaire, les modalités d'intervention et les objectifs. Bon, il se trouve que pour plein de raisons, dont le Covid, cette réforme n'a pas pu être menée à bien et elle est en train d'être travaillée. Ma vision des choses, c'est que plutôt que de venir corriger à la marge, plutôt que de venir adapter un dispositif qui a été pensé sans prendre en compte mes problématiques, c'est de les mettre sur la table au moment de la réflexion, au moment de la discussion. Et c'est ce que nous sommes en train de faire avec Olivier Klein et ses équipes sur ce qu'on pourrait expérimenter sur comment adapter au mieux le dispositif pour qu'il réponde aux besoins des gens. Parce qu'au final, c'est la préfecture qui porte la préfecture devient l'interlocuteur avec un délégué du préfet. Voilà, un délégué du préfet sur les questions politiques de la ville. Mais la loi sur la politique de la ville, elle est votée au Parlement. Et la loi qui a voulu et le texte qui a voulu que Fort-de-France soit comptabilisé quand on définit la géographie prioritaire et donc les quartiers sur lesquels on va appliquer la politique de la ville, les règles qui ont voulu que Fort-de-France soit compté dans les unités de plus de 5 millions d'habitants. Donc on nous a appliqué la méthode de calcul qui a été définie expressément pour la région Île-de-France. Parce que, je sais pas pourquoi d'ailleurs, voilà, parce que c'est comme ça. Donc on nous l'a appliqué. Résultat des courses, ça a posé des problèmes d'exclusion de certains quartiers, comme Floréal, qui relevait de la politique de la ville, qui ne relève plus. Ça a exclu Dillon, qui ne relève plus de la politique de la ville non plus, et ça a exclu des quartiers comme l'Angelier et Bellevue, des quartiers sur lesquels l'intervention reste importante, fondamentale pour accompagner cette population. Ouais. Et donc, plutôt que d'attendre que les choses soient faites et ensuite de venir se battre pour corriger, je préfère intervenir au moment de la réflexion pour faire prendre en compte ces spécificités. Mais est-ce que vous n'avez pas un plan de redynamisation qui est peut-être trop ambitieux? Trop ambitieux. Pourquoi les Fouillalaises et les Fouillalais n'auraient pas droit à... Non, mais on ne peut pas tout refaire en même temps, monsieur le maire. Ben, on ne refait pas tout en même temps. Oui. Mais il y a quand même un bon plan de redynamisation. Il y a un besoin de résorption d'habitat insalubre. Oui. Il y a un besoin de réhabilitation d'un certain nombre de logements. C'est une réalité. On a des logements qui sont vieillissants, qui pour certains ne sont plus aux normes, qui sont... aux normes, je ne parle pas de normes sismiques réglementaires, je parle de normes de vie. En même temps, de normes de vie. Et donc, on a ce besoin. Par exemple,
On a la cité Bonaire, puisqu'on a pu réaliser la démolition. On avait la cité Bonaire, 321 logements sur trois barres d'immeubles. Les normes sismiques sont absolument pas respectées. Les bâtiments sont dangereux. Quand j'ai été élu en 2014, le préfet de l'époque m'a interpellé pour me dire, bon, monsieur le maire, vous n'avez pas d'autre solution, il faut démolir. Il faut expulser les gens et les démolir, parce que si ça tremble et que ça tombe, votre responsabilité pénale est engagée et la mienne aussi. Qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas de logement, il n'y a pas 300 constructions de logements sociaux neufs en Martinique pour loger ne serait-ce que les habitants de Cité Bonaire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on est bien obligé de construire un plan qu'on avait commencé depuis 2008, et donc d'accélérer ce plan, de trouver les moyens de déroger aux règles. Et l'ANRU nous a accompagnés sur ça, en augmentant son taux de subvention, de déroger aux règles, de faire en sorte qu'on puisse répondre à cette problématique. On a construit 2 résidences pour faire du relogement provisoire, pour faire du relogement définitif, pour pouvoir mettre en sécurité cette population. Mais on parle de 500 personnes. Il y a 80 000 habitants à Fort-de-France. Donc, non, on n'a pas un plan de rénovation trop ambitieux. On a un plan de rénovation à la hauteur. Ouais. Vous étiez à Fort-de-France il n'y a pas très longtemps. Vous avez vu la fontaine Guédon? Vous avez vu l'îlot Guédon avec toutes ces maisons qui sont, on a commencé à les démolir, qui sont abîmées, démolies, qui participent à ce sentiment de délabrement de notre tissu urbain. Il est fondamental de pouvoir intervenir. Donc, dans le cadre de la rénovation urbaine, on reprend cet îlot Guédon, les démolitions des maisons ont commencé, on reprend la fontaine, on reprend tout l'aménagement de l'îlot, parce que c'est une nécessité. Vous avez des équipements qui sont vieillissants, qui sont confrontés à un milieu naturel agressif, hein, l'air salin, et donc il est nécessaire de procéder à cet entretien, à cette rénovation, à cette réhabilitation, et en même temps à cette redynamisation économique. Donc, ce sont des plans et des projets qui sont ambitieux, qui sont coûteux, c'est vrai. Donc, nous organisons, que nous rationalisons et que nous étalons dans le temps pour qu'ils soient compatibles avec la capacité financière de la ville, mais qu'ils soient aussi soutenus par la collectivité de Martinique. Et aujourd'hui, c'est le cas. Hier, ça ne l'était pas, mais aujourd'hui, ça l'est. Ouais. De façon à ce que nous ayons une capitale de la Martinique qui soit à la hauteur des ambitions que nous portons pour notre pays. On en parlait déjà donc depuis quelques émissions, mais c'est bien. On voit que il y a du dynamisme. C'est notre réalité. Oui, il y a du dynamisme, il y a de la volonté. Il y a de la volonté. Et il y a la foi. Et en plus, il y a voilà, les choses repartent de l'avant. C'est plutôt bien financièrement. En tout cas, on en a parlé. Financièrement, la situation s'améliore. On n'est pas encore sorti d'affaires. Ouais. Mais vous travaillez. Mais on y travaille. Comme je dis, on n'est pas loin de l'immersion périscopique. Fin 2023, Un petit mot sur Fort-de-France, vous parlez donc de la fermeture du jardin de l'espace Camille Darcière. Oui. Un petit mot là-dessus. Jardin de l'espace Camille Darcière, place légitime défense. On a parlé au début de l'émission de chlordécone, d'empoisonnement au chlordécone et de combat qui est mené, que je mène aussi d'ailleurs, contre cette décision de non-lieu, de déni de justice dans le non-lieu sur l'affaire de l'empoisonnement au chlordécone. Donc on a des militants qui se sont installés espace Camille Darcière, de mémoire le 24 janvier dernier, qui sont venus manifester. J'ai constaté que ces militants ne sont pas venus manifester un jour, mais qu'ils sont venus le mardi et qu'ils n'ont pas bougé. Donc le vendredi 27 janvier, je suis allé à leur rencontre pour savoir quelles étaient leurs intentions. Et comment ils comptaient s'organiser. Donc on a discuté, ils m'ont expliqué pourquoi ils sont là, le combat qu'ils mènent contre ce non-lieu, combat que je partage. Donc, je me suis organisé avec eux pour leur permettre de porter ces revendications. Et puis, petit à petit, les choses se sont transformées. On a construit podium, carbet, cuisine, espace de commodité, douche, des tentes, des gens qui dorment. Donc, on a une occupation permanente. Illégale. Mais au-delà du caractère illégal, on a une occupation permanente, et donc avec un niveau de risque. Un niveau de risque pour les gens qui y sont. D'accord. Donc, des enfants qui y dorment. Insalubrité ou pas? Ils font leurs besoins. Ça en découle. Ils font leurs besoins où et comment?
dans les toilettes de l'espace Camille d'Arcière, donc centre culturel qui est à côté. C'est pas satisfaisant, c'est pas prévu pour, c'est pas satisfaisant. Ils sont douche où et comment. Et donc, petit à petit, c'est posé la problématique des modalités d'occupation de l'espace. Et donc, je suis allé à leur rencontre pour en discuter avec eux, pour leur exposer les problématiques. Ces jardins de l'espace Camille d'Arcière sont les lieux d'évacuation, point de rassemblement, à la fois de l'espace Camille d'Arcière, établissement recevant du public, des enfants, qui s'y trouvent, mais aussi de la cour d'appel qui est en face, qui est aussi un établissement recevant du public. Les pompiers sont venus constater et me dire si oui ou non il y a un problème en termes de sécurité publique. Et donc, quand vous mettez les choses bout à bout, vous vous rendez compte que vous avez une problématique de sécurité civile, en cas d'incendie, en cas d'évacuation des ERP qui sont autour de l'espace, impossibilité d'utiliser l'espace, il est occupé par des constructions. Vous avez, y compris en cas d'incendie, vous avez des problématiques de salubrité publique, vous avez des concerts qui y sont organisés, donc avec un public. Vous avez des conditions de sécurité qui ne sont pas réunies. Donc j'en ai discuté avec eux, je les ai rencontrés à nouveau pour leur dire que je prendrai un arrêté pour procéder à la fermeture de l'espace au public. Et c'est finalement ce qui a été fait. Donc je suis retourné les voir pour leur dire voilà, j'ai pris l'arrêté de fermeture de cet espace au public, de façon à ce qu'on règle les problèmes qui s'y posent. Et donc j'ai ensuite fait appliquer cet arrêté de fermeture de l'espace au public et les militants ont démonté les installations qu'ils avaient implantées sur cet espace. Très bien. Donc là, il y a encore de vrais problèmes donc de logement d'une part. Je leur ai fait des propositions. Ouais. Et puis, on ne peut pas prendre un point de rassemblement, ce qui est en tout cas conçu comme un point de rassemblement. Ça pose un problème de sécurité. En termes de sécurité. Pour ceux qui y sont, pour ceux qui y viennent lorsqu'on organise des concerts, mais surtout, ça pose un problème de sécurité pour l'ensemble de la population qui est autour. Voilà. Vous avez des logements, et des ERP qui sont économiques, et vous avez des ERP. Voilà. Donc, si il se passe quoi que ce soit, tremblement de terre, incendie, etc., vous avez une population qui se retrouve privée d'espace de regroupement, d'espace de dégagement. Et vous avez directement la responsabilité du maire engagé dans cette affaire-là. Donc, je leur ai proposé de mettre à disposition des espaces gérés, pour le coup, d'organisation, de concerts, de conférences, de tables rondes, pour continuer à mener leur action de militantisme sur la question du non-lieu. Pour ma part, je continue à mener le combat. J'ai sollicité de l'Association des maires de Martinique et j'ai obtenu une rencontre avec les maires de Martinique sur cette problématique-là pour que les élus, les maires s'impliquent dans le combat contre le non-lieu, dans le combat d'information de la population, de conscientisation de la population. On a un certain nombre de propositions qui ont été formulées lors de cette réunion et qui va faire l'objet donc d'un plan d'action des élus municipaux, des maires de Martinique, qui le souhaitent bien sûr, sur cette question de chlordécone. J'ai reçu le collectif Lignage pour dépolluer Martinique au dernier conseil municipal pour leur permettre, là encore, d'apporter l'information au public et nous allons continuer à travailler dans ce sens-là, mais ça n'était plus possible. Et finalement, le risque qu'on faisait peser sur tout le monde était trop important et donc il devenait pour moi nécessaire de prendre mes responsabilités, tout simplement. Une émission qui touche quasiment à sa fin. Didier Laguerre, notre invité aujourd'hui dans cette émission, les invités de Mike, donc réalisé par Peggy Ladéon, que vous soyez sur Free, Orange, Bouygues ou encore sur le Facebook de Téléantilles, sur YouTube ou Dailymotion. Merci de votre fidélité, merci donc de nous suivre. Didier Laguerre, un petit mot sur les projets santé donc envers les aînés, donc des actions qui sont mises en place par la ville de Fort-de-France et que vous continuez donc d'accompagner. Oui, on continue d'accompagner toute la population, mais on a monté des actions directement en direction des aînés. Ouais. Et donc, on a une sorte de caravane qui se déplace dans les quartiers en direction de nos aînés. D'accord. Pour rapprocher nos aînés du système. Vous avez fait Volga, Texaco, Citron. Voilà, donc on fait Volga, Texaco, Citron. Il va y avoir d'autres quartiers. Et tous les quartiers. D'accord. On fera tous les quartiers de la ville. Qu'est-ce qui s'y passe dans ces donc forums on a des infirmières, on a des médecins qui accompagnent l'équipe municipale de la DEVAGA de façon à mettre à disposition et à mettre en relation nos aînés
et le système médical, faire le point avec nos aînés sur leur suivi médical, sur leur pathologie, sur leur relation avec un médecin ou pas, parce qu'on a des personnes qui n'ont pas de médecin traitant, qui sont en rupture de soins pour plein de raisons. Ouais. Et donc, reconnecter nos aînés, rapprocher le système de santé de nos aînés, identifier leurs besoins et à partir de là, leur construire un parcours leur permettant de retrouver un système d'accompagnement médical qui corresponde à leur état de santé. Donc, on a entamé ce travail-là. On va également le faire en direction des jeunes, parce qu'on a aussi, contrairement à ce qu'on pense, on a aussi des jeunes qui sont en rupture par rapport au système de santé, au système de soins. Déconnectés. Oui, parce que ou n'ayant jamais été connectés aussi. Voilà, ou n'ayant jamais été connectés, ne s'en préoccupons pas, parce que aussi pour plein de raisons, on peut considérer que quand on est jeune, on n'a pas de problème de santé, que c'est une affaire de vieux, etc. Alors que non, c'est de la prévention, et justement pour ne pas en avoir plus tard, il faut s'en occuper très tôt. Et donc, on va aussi monter ce dispositif-là en direction de nos jeunes, et en particulier de jeunes plus exclus et plus en marge du système institutionnel. Et dans le même temps, nous avons tous les samedis, lorsque je suis là, nous avons tous les samedis une rencontre avec nos aînés dans les quartiers, et où on les invite à s'exprimer sur les problématiques de leur vie quotidienne. L'objectif, c'est d'adapter les réponses que la collectivité apporte, les réponses de la ville, aux besoins, à la réalité précise des aînés sur le terrain. Une dernière question, monsieur le maire, donc, que je pose à tous les élus, donc, qui soient donc, de droite, de gauche, de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, donc tous ceux que je reçois sur le plateau donc, de cette émission, les invités de Mike, notamment les députés qui nous représentent à l'Assemblée nationale, donc dans ce lieu où nous prenons les lois, on en parlait donc en début d'émission, cette problématique liée donc à la continuité territoriale, donc les prix qui flambent autour des billets d'avion. On en a parlé en Martinique. Non. Les choses ne se sont pas arrangées donc depuis, voire même s'empirent. Véritable problématique. Vrai problème. Ouvertement. Que peut-on faire? Quels sont vos... Je réagis parce que orientations là-dessus. Tous mes interlocuteurs que j'ai eu depuis que je suis là dimanche, je leur ai posé le problème. Tous mes interlocuteurs, je leur ai dit, mais est-ce que vous réalisez bien que vous avez des gens qui vous enfermez les gens, enfin, les Martiniquais et Martiniquais, les Guadeloupéennes, les Guyanais sont enfermés sur leur territoire parce que le billet d'avion devient inaccessible. Pour la France, il n'y aura plus de visiteurs pendant l'été, si ça continue. Mais vous y pensez ça? Vos enfants qui devront aller passer des oraux de concours au mois de juin. Pour rentrer ensuite, attendre leurs résultats, pour ensuite repartir, regagner l'école qu'ils auront obtenue à Lille, à Bordeaux, à Montpellier ou à Grenoble. Comment vous allez financer le double aller-retour à 1300, 1400 euros l'aller-retour lorsque vous n'avez pas les moyens conséquents? Vos enfants qui sont ici, partis faire leurs études, comment ils font pour rentrer voir leur famille? Vous qui avez un décès dans la famille, comment vous faites pour je vous retourne toutes ces questions, monsieur le maire. Et donc, ce sont toutes les problématiques que j'ai posées sur la table du ministre de l'Outre-mer, que j'ai posées sur la table du ministère de la Ville, au cabinet de la Première ministre, ou également au niveau du président de la Commission des Finances. On a un vrai problème. On a un problème de déplacement dans vos propos. Dans vos propos, on sent que c'est l'ensemble vide. Non, il y a des je suis pas satisfait parce que je n'ai pas de décision ferme prise. Mais on vous a rien proposé. Ah si, il y a je ne sais pas moi de dire, mais il y a des réflexions qui sont menées pour apporter une réponse à ce problème-là. Tant qu'il n'y a pas de prise de conscience. On nous dit, tous les élus que j'ai reçus à cette table nous disent la même chose. Non, mais parce que c'est une réalité. Tant qu'il n'y a pas de prise de conscience. Vous dites mais la prise de conscience, elle doit venir de qui? De nous ou des élus? Non. Nous, les propositions, on les attend des élus. Laisse-moi parler 2 minutes. Oui. On a commencé, tu as dit, la décision se prend à Paris. Tant qu'il n'y a pas une prise de conscience du problème par les gens qui prennent la décision, tu vas interpeller les élus, on en a déjà parlé, et ils vont se battre. Je pense il commence à y avoir une prise de conscience du problème que ça pose. Parce que tous les interlocuteurs que j'ai eus, quand je leur ai fait la démonstration de l'évolution, de la flambée de ces prix, qui s'explique difficilement
par la flambée du kérosène, surtout quand on compare à certaines autres destinations. Ouais. Ok. Parce que voilà, quand on compare par rapport à d'autres destinations sur lesquelles il y a peut-être de la concurrence, etc. Mais en tout cas, on a une flambée des prix qu'on ne retrouve pas dans ces proportions-là sur d'autres destinations. Flambée déloyale. Ça. Flambée déloyale. Flambée déloyale, oui. On est, oui. Voilà, flambée déloyale, c'est très bien dit. Ouais. Je vous ai dit ça autrement. On est les vaches à lait. Il y a une prise de conscience du problème que ça pose. Ouais. Du problème que ça pose par rapport aux situations que j'ai évoquées, par rapport à la nécessité de pouvoir se déplacer, par rapport à la liberté de pouvoir se déplacer sur un territoire national français. Parce qu'on est... La liberté, nous l'avons toujours. C'est les moyens que nous n'avons plus. Donc vous n'avez plus la liberté. Ouais. Bon. Vous avez la liberté, effectivement, d'y aller, mais... Sans vous dire, voilà, vous pouvez y aller, mais le prix, c'est 2 000 ou 3 000 euros. Vous pouvez la pas liberté, elle s'arrête. Hein. Voilà, donc il n'y a pas la liberté. Donc il n'y a pas la liberté de se déplacer. Ça pose un problème de fond. Et la responsabilité de l'État, c'est d'apporter une réponse à ce problème de fond. D'accord. Et donc, j'ai eu des interlocuteurs qui sont conscients du problème, parce que tous les élus les interpellent, députés, maires, tous les élus qui sont en contact avec le gouvernement les interpellent sur la réponse, nécessaire réponse à apporter pour les Domiens qui sont sur leur territoire, pour les Domiens qui sont ici. Qu'on puisse aller voir notre famille là-bas. Et donc, il y a des pistes de solutions qui sont à l'étude pour apporter une réponse à cette flambée des billets d'avion. Maintenant, moi, j'ai formulé mes doléances. Non, pas mes doléances. Mais mon point de vue sur certaines des solutions qui sont envisagées. Ouais. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de faire quelque chose de catégoriel. Il s'agit d'assurer cette liberté de se déplacer à tout le monde, y compris aux chefs d'entreprise. D'accord. Parce que ça veut dire que le chef d'entreprise, le chef de la petite entreprise qui est sur le territoire martiniquais et qui veut pouvoir se former, se déplacer pour se former, pour assurer une continuité dans sa formation, pour aller faire du business, etc. Mais il faut c'est une charge que le chef d'entreprise ici ne va pas forcément avoir. Donc il y a un problème d'équité, il y a un problème de justice. Ça pose des problèmes de fond. Et ça a été entendu. Il y a des solutions qui sont à l'étude. Et ce que moi j'attends, c'est de voir si le gouvernement répond à la hauteur des attentes de l'ensemble des Domiens. Parce que là, il ne faut pas simplement regarder ceux qui sont en Martinique. Monsieur le maire, on ne descendra pas dans la rue. On ne descendra pas dans la rue. On a vu que ça ne marche pas. Avec ce gouvernement. Ça ne marche pas. Mais on l'a vu à d'autres niveaux, mais ça ne marche pas. C'est pas forcément nécessaire de descendre dans la rue. Oui. Il faut, y compris à l'Assemblée nationale. Ouais. Je veux dire, il faut aussi faire la réalité sur la constitution de ces prix, de ces billets d'avion. Et il faut assumer la responsabilité de permettre à des compatriotes de pouvoir se déplacer librement sur le territoire. Et donc, c'est vraiment... ça a l'air d'un problème accessoire, mais ça soulève et ça interroge des questions de fond qui obligent l'État et le gouvernement à apporter des réponses. Moi, ce que j'ai entendu, c'est que il y a des réponses qui vont être bientôt apportées, qui sont à l'étude, qui sont en réflexion. Ils cherchent la meilleure solution, le meilleur dosage, et on devrait avoir des réponses assez rapidement. Merci à vous, merci Didier Laguerre, maire de la ville de Fort-de-France, d'être venu aujourd'hui dans cette émission. Les invités de Mike réalisés par Péki Ladéon. Merci, monsieur le maire. Bon retour. Et puis n'hésitez pas, donc de passage à Paris, venez nous parler du pays. Je reviens à Paris, je repasserai par Paris à la fin du mois de juin. Je vais aller voir la ville de Roubaix et vous travailler sur un dispositif qui permette de sortir des maisons abandonnées qu'on a sur nos territoires et de remettre ces maisons en vie au profit de ceux qui ont besoin de logement. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis. Merci et à beaucoup. Très vite sur Télé Antille pour d'autres émissions. Et vous le savez, notre devise, c'est de rester plus près de vous.